Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce débat consacré au féminisme. Après MeToo, une nouvelle génération à l'offensive. C'est donc ce qu'on va interroger durant une heure avec trois invités que je vais vous présenter. Alors durant ce débat, on va se demander comment, après donc cette vague de MeToo, cette prise de parole des femmes dénonçant sur les réseaux sociaux les violences qu'elles ont subies de la part d'hommes qui ont abusé de leur force ou de leur pouvoir contre elles, on va voir comment ces témoignages ont changé les pratiques, à la fois dans les entreprises. On peut parler d'Ubisoft par exemple, où il y a eu une vague de licenciements après des révélations concernant du sexisme et des violences faites aux femmes. Sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'exemple de la Ligue du LOL, où il y a eu aussi des sanctions, dans le sport bien sûr, dans la musique, grâce à des victimes qui osent prendre la parole pour dénoncer des faits dont qu'elles ont subis. Eh bien, les choses commencent à changer. Alors, ce n'est pas le cas partout, parce qu'à la tête de l'État, des hommes accusés d'agression sexuelle ou de viol restent en poste, malgré des manifestations publiques. On va s'interroger aujourd'hui sur les formes que prennent les luttes féministes et sur les méthodes qu'elles ont pour tenter d'en finir avec le patriarcat, parce que bien sûr, c'est le but. Alors, avec nous, pour parler de tous ces sujets, je commence par la plus éloignée de moi, Bibia Pavard. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université Paris 2, et vous venez de publier un livre que je vais montrer à la caméra, Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. C'est un livre que vous avez coécrit avec Florence Rochefort, Michel Zancarini-Fournel. On en reparlera et vous serez donc à la fin de ce débat, pour ceux qui sont présents physiquement à la Bellevilloise, vous pourrez leur dédicacer. Autour de cette table également, Hélène Bidard, bonjour. Vous êtes adjointe PCF à la mairie de Paris, où vous êtes en charge depuis 2014 des questions d'égalité femmes-hommes, maintenant de jeunesse aussi d'ailleurs, et toujours de lutte contre les discriminations. Et puis, à côté de moi, Eina, bonjour. Vous êtes membre de celles qu'on appelle communément les colleuses, mais vous préférez qu'on dise coloreuses pour être plus inclusive. Vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi. Alors, on ne vous connaît pas forcément, mais on connaît vos slogans qui s'affichent pour les Parisiens sur les murs de Paris, et ça a essaimé un petit peu dans toutes les villes de France. Vous nous parlerez de ce collectif et de cette nouvelle vague féministe d'empowerment qui permet aux femmes de reprendre la parole et aussi de reprendre possession de l'espace public qui leur a été confisqué depuis bien longtemps déjà. Alors, on va commencer avec vous, Bibia Pavard, parce qu'on parle de l'après-MeToo. J'aimerais qu'on revienne sur la portée historique de ce mouvement MeToo. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nouveau? Est-ce que les revendications portées par ces femmes qui dénoncent ce qu'elles ont subi sont quelque chose de nouveau? Ou est-ce que dans la longue histoire du féminisme et des mouvements féministes, ça trouve sa place? Est-ce que c'est des choses qui sont dénoncées de manière assez récurrente malgré tout dans l'histoire? Oui, alors c'est vrai que c'est une question que nous sommes posées avec mes deux co-autrices lorsque nous avons rédigé cette partie sur MeToo dans le livre. On ne voulait pas, d'une part, réduire la portée révolutionnaire, le moment de rupture que ça représente, mais en même temps, vu qu'on avait une histoire sur le temps long, on voulait aussi la replacer dans des développements qui s'ancrent dans un passé plus lointain. Alors nous, on voit vraiment l'émergence de ces questions de dénonciation des violences faites aux femmes au moment des années 1970, avec la revendication « Mon corps m'appartient », qui donc porte à la fois la dénonciation du viol, des violences à ce moment-là, et ensuite ces questions-là ont été portées tout au long des années 80-90, alors par un féminisme institutionnel. On peut penser évidemment au féminisme d'État ou au féminisme qui se déploie dans les collectivités locales. Et donc ces questions ont amené à des campagnes. Il y a eu aussi des études universitaires, de féministes universitaires qui ont produit des travaux, des réflexions, des chiffres. Et donc finalement, on est dans la continuité de ces dénonciations, de ces revendications. Néanmoins, on a voulu vraiment parler de moment MeToo,
parce qu'on a quand même un phénomène de rupture qui s'est donc produit et qui a été décuplé par la dimension transnationale, évidemment, et puis par l'écho donné par les réseaux sociaux, par les médias, et puis par cette prise de parole, alors non plus seulement des féministes militantes qui ont joué un rôle très important de relais et d'écho, mais aussi par des femmes ordinaires qui ont commencé à raconter leur vécu, et les réseaux sociaux ont permis de rendre visibles ces récits et leur accumulation. C'est ce qui a vraiment fait l'impression d'un basculement, mais qui s'inscrit évidemment dans cette durée que nous avons pu décrire effectivement dans le livre. Alors, est-ce que la société était prête quand même? Parce qu'on voit que MeToo, ça s'est un petit peu tari, ce hashtag-là, hein, vous faites bien de dire que c'est transnational, et on va rappeler quelque chose, c'est que c'est né en Inde, en fait, après un viol collectif, et pas forcément aux États-Unis, comme on peut le lire souvent. Mais il y a par exemple le mouvement I Was, avec l'âge à laquelle on a subi des agressions sexuelles, qui touche à la fois les jeunes garçons, les jeunes filles, et qui a un écho formidable en ce moment en Corse notamment, où c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça a des traductions concrètes. Ces femmes corses notamment, elles vont dans la rue tous les dimanches depuis plusieurs mois déjà. C'est-à-dire que ce déplacement d'une dénonciation parfois anonyme, virtuelle, arrive à avoir des conséquences. Ça, est-ce que c'est nouveau ? Alors effectivement, vous faites bien de le rappeler, et c'est un mouvement qui effectivement essaime sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, en fait, c'est très important de le dire. Donc c'est en ligne et hors ligne. Et donc, est-ce que c'est nouveau ? En fait, moi je pense que la vraie question c'est quelle est la portée, quel est l'impact ? Alors on voit déjà que les lignes bougent, que les choses sont en train de changer, mais comme on est en plein dans ce moment qui n'est pas terminé, hein, on en voit les développements tous les jours, ce n'est qu'avec le recul historique qu'on pourra vraiment voir à quel point ce moment a été fondateur, a été un moment clé dans l'histoire des féminismes. Mais on peut déjà le pressentir quand même. On reviendra également sur les revendications de MeToo, qui sont les revendications du respect de la loi seulement. On n'est plus à conquérir de nouveaux droits, c'est-à-dire à faire respecter ces droits. On y reviendra, mais Hélène Mida, je voudrais vous donner la parole. Vous, en tant qu'élue de la mairie de Paris, vous avez pris de plein fouet en fait cette vague MeToo qui vous concernait directement, puisque c'était dans vos attributions. Comment vous avez vécu ça en tant qu'élue, en tant que femme qui a un pouvoir sur cette question ? D'abord, moi, je l'ai vécu comme en fait une énorme chance d'être élue à ce moment-là sur ces questions-là. Parce que pour revenir un petit peu en arrière, je suis élue en charge de l'égalité femmes-hommes en 2014. Donc c'est même avant l'affaire Beaupin qui déjà avait beaucoup bousculé les politiques et libéré la parole ensuite. Mais donc en 2014, je me rappelle, je rencontrais énormément d'associations féministes qui étaient présentes déjà, qui faisaient un gros travail. C'est elles qui ont fait le travail d'aller voir les parlementaires et de faire justement qu'on ait des lois, notamment sur les violences faites aux femmes en France, qui permettent, qui devraient permettre de condamner toutes ces violences. Donc il y avait toutes ces associations qui étaient là. Elles avaient tout un corpus théorique extrêmement puissant. Ces associations, par exemple, utilisaient le mot féminicide, toutes celles qui luttent contre les violences utilisaient ce mot. Et moi, j'ai le souvenir très clair en Conseil de Paris d'utiliser le mot féminicide, que la maire le reprenne, mais nous étions deux. Aucun autre conseiller de Paris ne reprenait ce terme, ce mot n'existait pas. Et du moment où arrive MeToo, je pense que beaucoup se sont dit que ça n'allait pas durer, que ça allait être uniquement sur les réseaux sociaux et n'ont pas compris la portée mondiale et ne l'ont pas compris comme un mouvement social. Or, il se trouve que non seulement ça s'est traduit dans la rue, mais plus que ça, à Paris, on a eu 30% de plaintes déposées en plus entre janvier et avril, après que le mouvement ait commencé sur les réseaux sociaux. Et donc ce caractère massif, il montre en fait le côté systémique des violences patriarcales, et il se traduit par des plaintes en plus. Or, il se trouve, et moi vraiment je pense qu'il faut aussi en revenir à ça, pourquoi il y a ces dénonciations MeToo et I Was sur les réseaux sociaux? D'abord parce que la justice a été déceptive
pendant des années et des années, parce qu'il y avait des refus de plainte, parce que les viols étaient correctionnalisés, et ils le sont encore. Et donc, j'allais vous dire, est-ce qu'il faut toujours ils le sont encore, mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que s'il y a eu ces dénonciations sur les réseaux sociaux, c'est avant tout parce qu'il y avait des manquements, et de manière internationale, sur la justice, sur le fait d'être reconnu comme victime et de faire condamner les agresseurs, des agresseurs qui sont multirécidivistes. On sait quand on parle de pédocriminalité que ce sont des multirécidivistes. Et donc du coup, voilà, cette parole, elle se libère. En réalité, il y avait une parole qui existait, mais surtout, c'est le caractère massif, je crois vraiment, qui émerge à ce moment-là. Et du coup, on passe... Moi, je suis élue en charge de l'égalité femmes-hommes avec, pour la première fois, une femme maire de Paris quand même. Je pense que ça aide aussi, qui a porté ces questions-là et qui est féministe. Du coup, au lieu d'être relativement isolée dans mon mandat, je me retrouve poussée, aidée vraiment par les mouvements sociaux qui déferlent dans la vague MeToo. Alors qu'il y a des restrictions budgétaires dans toutes les délégations, que c'est extrêmement compliqué, les budgets des collectivités, parce que nous avons voilà, les couperets financiers qui tombent par la mise en place de l'austérité des gouvernements, eh bien moi, je me retrouve avec des augmentations 3 années d'affilée, après MeToo, donc 2016, 2017, 2018, 3 années d'affilée, des augmentations de subventions. On a pu augmenter de 25% à chaque fois les budgets des associations sur les violences faites aux femmes. Et je ne le disais pas trop fort parce que mes collègues pouvaient être un peu jaloux, mais franchement, c'est formidable de pouvoir bénéficier de cette poussée des mouvements sociaux pour porter des politiques publiques. Merci beaucoup. Et on va voir également, on va donner la parole maintenant à celle qui pousse dans la rue. Aïna, donc vous êtes membre d'un groupe de collage contre les féminicides. Alors vous collez, c'est dans le Val d'Oise, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Mais chacun qui est venu ici à pied à la Bellevilloise a pu croiser ces lettres noires sur fond blanc qui donnent des slogans particulièrement confortants. Quand on est une femme et qu'on marche dans la rue, et je pense que quand on est un homme aussi, ça peut être confortant d'ailleurs de lire « On te croit », de lire « Stop au patriarcat », de lire « 64e féminicide, elle nous manque ». Enfin voilà, je pense que vous nous donnerez plein d'autres slogans, mais j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment est né ce tout jeune mouvement qui a 1 an, qui a fêté ses 1 an il y a même pas une dizaine de jours. Et donc, comment ça s'est créé et comment ça a pris surtout? Oui, nous avons organisé une commémoration il y a une dizaine de jours, donc le 30 août précisément, pour la première réunion où nous étions retrouvés après l'appel de Marguerite Stern qui proposait donc de nous former pour les collages. Ensuite, donc là, donc effectivement, donc il y a une dizaine de jours, nous avons commémoré depuis 1 an les 122 féminicides, victimes de féminicides qui ont eu lieu, que nous avons décomptés. Alors pour l'origine du mouvement, effectivement, donc comme je vous le dis, c'était une rencontre organisée par Marguerite Stern. Ensuite, le mouvement des collereuses s'est désolidarisé à cause de propos sur la transphobie, enfin de propos transphobes. Donc nous, notre positionnement, il est totalement inclusif, comme le nom l'indique, collereuse et non colleuse. On peut dire collage, si c'est plus simple pour les personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hommes ou pas d'hommes? J'avais cru comprendre qu'il n'y avait pas d'hommes. Non, nous ne collaborons pas avec les hommes cis, qu'on appelle cis, c'est-à-dire cisgenre, c'est-à-dire le genre masculin leur a été assigné à la naissance et ils s'identifient dans ce genre-là. Donc c'est ce qu'on appelle une personne cisgenre. Donc moi je suis une femme cisgenre, on m'a assigné le sexe féminin à la naissance et je m'identifie comme femme. Voilà, donc tout le monde peut participer à notre mouvement, tout le monde est bienvenu, sauf effectivement les personnes qui représentent pour nous les oppresseurs ou les agresseurs, etc. Donc nous le faisons dans un souci de sécurité pour nous protéger dans nos actions.
ce qui ne les empêche pas d'être des alliés s'ils en ont envie. Voilà. Voilà, mais donc il n'y a pas d'homme cisgenre qui colle. Voilà. Alors, l'idée, c'était quoi? C'était de se réapproprier l'espace public, c'était d'aller coller des slogans à la vue de tous, c'était de faire de l'éducation populaire. Il y avait quoi là-dedans? Alors, pour revenir aux origines, l'idée première a été de dénoncer l'augmentation fulgurante de féminicides qui ont eu lieu dans l'après-MeToo, parce que comme vous le disiez, il y a eu des dénonciations qui ont été faites, la parole s'est libérée. Alors en libérant la parole des femmes, évidemment ça ne plaît pas aux messieurs, donc il y a eu une augmentation des violences faites aux femmes et qui a débouché sur des féminicides. Donc on est passé d'un féminicide tous les 3 jours à un féminicide tous les 2 jours, et nous avions voulu dénoncer cela, le rendre visible, dire que ces personnes nous manquaient, que ce n'était pas normal qu'elles subissent ces violences intrafamiliales. Ensuite, donc, comme je vous le disais, nous avons voulu créer un mouvement inclusif et on a voulu dénoncer toutes les formes de sexisme et toutes les formes d'oppression qu'il peut y avoir sur les femmes ou les personnes perçues comme femmes. Donc ça va de la grossophobie aux discriminations envers les personnes handicapées. Exactement. Le validisme que nous dénonçons, évidemment, nous estimons que c'est la société d'être adaptée et ce n'est pas aux personnes en situation de handicap de s'adapter. Nous dénonçons effectivement la grossophobie, nous dénonçons les LGBTQIA+ phobies, c'est-à-dire toutes les phobies qui peuvent concerner, on peut dire aussi queerphobie, toutes les phobies qui concernent les identités de genre ou les orientations, ou les orientations sexuelles. Nous dénonçons aussi le classisme, c'est-à-dire une hiérarchisation d'ordre social. Nous dénonçons également... alors, j'ai toujours peur avec les listes d'oublier quelqu'un, donc je préfère prévenir. Mais en gros, nous dénonçons toutes les formes d'oppression qui peuvent avoir un lien avec l'identité de genre de la personne ou son orientation sexuelle ou sa situation, situation Alors, non seulement vous les dénoncez, mais si je puis dire, vous allez aussi les inclure. C'est ça qui est important, c'est que non seulement vous portez leur parole, mais vous les invitez à vous rejoindre. Vous faites tout pour qu'une personne, même si elle se sent en général agressée dans l'espace public, puisse y aller ou en tout cas être représentée au plus près de ce qu'elle pense en portant un slogan de sa part, etc. Donc il y a vraiment, dans l'action, ce n'est pas simplement une dénonciation, c'est-à-dire que c'est une dénonciation qui se fait aussi par la prise de parole de ces gens-là. Tout à fait. Toute personne qui souhaite coller son message parce qu'elle a envie de témoigner des violences qu'elle subit est évidemment la bienvenue. Nous allons tout faire pour essayer de l'aider. Donc ça peut concerner des personnes qui sont des victimes de racisme. Nous allons réfléchir ensemble au slogan. Nous allons essayer aussi de nous organiser de manière à pouvoir inclure des personnes en situation de handicap ou leur donner les moyens de s'exprimer également. D'accord. Alors, le but, c'est quoi? C'est d'aller coller par petits groupes. Parfois, c'est plus nombreuses, mais en général, c'est 2, 3. L'un tient le seau de colle, l'autre les feuilles qu'elle a préparées avec son slogan inscrit. C'est d'aller remplir l'espace public de messages féministes et contre le patriarcat, en fait. Ça représente quoi? C'est pour que les femmes se sentent libres de l'avoir fait, c'est pour que celles qui le voient et ceux qui le voient se sentent conscientisés. C'est tout ça à la fois? Dites-nous un peu. Alors, la rue est un espace qui n'est pas neutre. C'est un enjeu de pouvoir. Occuper l'espace, qu'il soit public, ça veut dire être visible, ça veut dire exister. Et nous avons besoin de réoccuper cet espace, de dire que nous aussi, nous avons le droit de sortir en toute liberté, en toute sécurité. Et à n'importe quelle heure. Et à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, et dans n'importe quelle tenue également. Donc nous avons décidé de réoccuper cet espace public en rendant visibles les souffrances invisibles qui sont tues parce qu'elles n'entrent dans aucune statistique. Ou que les statistiques sont totalement incomplètes. Par exemple, sur le viol,
On sait très bien en discutant entre nous qu'il y a beaucoup plus de victimes que ce que l'on dit, en tout cas qui se déclarent. Pareil pour les violences intrafamiliales, beaucoup de choses sont sues et tues à cause des violences un peu systémiques du patriarcat qui nous empêchent de porter plainte, qui nous empêchent d'avoir une aide réelle, efficace pour lutter contre nos oppresseurs. Donc l'idée, effectivement, on dénonce par exemple le harcèlement de rue et occuper l'espace, c'est justement se réapproprier la rue. Oui. Je vois que vous opinez du chef, Hélène Bidard. Le harcèlement de rue, ça a été un de vos combats en tant qu'élu? Ça a été un de mes combats. En fait, à la base, il y a un collectif qui s'appelait Stop Harcèlement de rue, qui a vraiment porté cette question en 2015. Et elle faisait à Paris ce qu'elles appelaient des zones anti-relous. C'est-à-dire qu'elles mettaient du scotch, par exemple rue de Lappe, à côté de Bastille. Pardon. Et puis, elles interpellaient les femmes qui passaient, les hommes qui passaient sur le harcèlement de rue. Et donc moi je les ai reçus tout de suite. J'ai découvert après, mais peut-être Bibia Pavard pourra en parler, parce que nous à cette époque-là, on avait l'impression de découvrir un continent de lutte, de découvrir que oui, tous les matins, on réfléchissait à comment on allait s'habiller en fonction de à quelle heure on allait passer dans quel quartier. Et je me sentais concernée comme toutes les femmes. Et on avait l'impression que cette question n'avait jamais été portée. Et Bibia le dira peut-être, mais j'ai découvert après que en fait, ce n'était pas une question neuve, que d'autres générations avaient porté cette question-là. En tout cas, on a travaillé surtout à Paris, du coup, avec l'institution Ville de Paris, à réfléchir sur pourquoi ça arrive, pourquoi il y a du harcèlement de rue. Pourquoi c'est en réalité dans tous les quartiers, parce qu'il faut le dire, la droite, avec une instrumentalisation d'idées d'extrême droite et En Marche, bien sûr, ont utilisé ça pour stigmatiser certains quartiers, certaines personnes, en pointant, en disant, en gros, le harcèlement de rue, ce serait les quartiers populaires, la Chapelle, etc. On a eu énormément de presse là-dessus, alors que c'est faux. Nous, on a travaillé là-dessus avec des chercheurs et des chercheuses qui travaillaient sur le genre dans l'espace public, sur par exemple le partage des espaces sportifs lorsqu'ils sont ouverts, comment ça s'organise, le fait qu'en réalité plus de 80% de ces lieux-là, c'est de la fréquentation d'hommes, donc des lieux non mixtes. Et apparemment, quand c'est non mixte avec des hommes, ça ne dérange pas. Ce qui gêne, c'est quand c'est non mixte avec des femmes. Donc voilà, ça permettait de reposer un peu les choses. Et oui, il y a des quartiers qui dysfonctionnent, où des hommes stagnent dans l'espace public et qui, du coup, sont des quartiers où les femmes vont passer et subir du harcèlement de rue, qui est une forme de violence très concrète, qui n'a pas pour but de vous draguer, en réalité, mais qui a pour but de vous chasser de l'espace public. Et donc, on voit que les images sexistes, les publicités sexistes participent à cette ambiance-là de rendre le corps de la femme comme un objet que l'on peut acheter, que l'on peut posséder. Donc il y a tout un travail à faire sur l'image, mais aussi sur l'urbanisme, sur l'aménagement. Pourquoi il y a des endroits... Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'élu? Mais concrètement, ça veut dire, en termes d'aménagement, penser la ville par et pour les femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, dans les écoles d'architecture et d'urbanisme, cette question-là n'était pas pensée, que ce sont les hommes, architectes, urbanistes, qui créent des projets sans penser à la vie des femmes et à la question du harcèlement de rue. Ça veut dire que tout simplement, dans un endroit où on a un sentiment d'insécurité plus fort, il faut aménager autrement. Je veux juste dire qu'il y a du harcèlement de rue dans des quartiers où des hommes vont stagner, en effet, comme à la Chapelle, on ne peut pas le nier, mais il y en a tout autant au Sénat. Parce que le Sénat dysfonctionne avec aussi une présence d'hommes qui stagnent et pas une parité. Donc il ne faut pas, je crois que c'est très important d'avoir en tête que la question, elle est partagée dans tous les milieux sociaux, avec des gens de toute origine, et que c'est une question qui traverse les problématiques de genre, des relations hommes-femmes, mais en aucun cas à dévoyer pour en réalité aborder des thématiques racistes sous-jacentes.
Eina, je crois que vous vouliez réagir, après ça je donnerai la parole à Livia à Pavard. propos du harcèlement de rue et des solutions concrètes, justement. Alors nous proposons une solution concrète. Nous exposons dans les rues des messages de sensibilisation. Nous l'écrivons en gros, stop harcèlement, ma tenue c'est mon choix, mon corps c'est mon choix, on n'a pas à subir les commentaires des hommes. Ça n'empêche pas que vous en ayez parfois, quand vous êtes en train de coller, que certains groupes aient pu être agressés, et y compris criminalisés. On a vu qu'à Nantes, il y avait eu des arrestations violentes. Donc, je veux dire, la lutte est rude quand même. Alors, à Montpellier récemment, vous l'avez vu sans doute voilà, dans l'actualité, un groupe de 4 coloreuses a été agressé extrêmement violemment. Une personne leur a foncé dessus en voiture, hein, donc... enfin, un homme leur a foncé dessus en voiture. Effectivement, on est victime aussi au moment où on colle d'agressions verbales, d'agressions même physiques de la part de toutes les personnes, mais tout type de personnes et dans tout type de quartier. Hein. Là, je vous rejoins totalement. Après, nous, ce que nous demandons, c'est une campagne. Alors, on a fait la demande officiellement à la préfecture du Val d'Oise avec le groupe avec lequel je travaille, mais nous voulons une campagne à l'échelle nationale parce que vous dites que ça existe depuis plusieurs générations de mouvements féministes, de réclamer une campagne voilà, de sensibilisation. Vous avez même initié une campagne de sensibilisation à la ville de Paris, mais nous souhaitons une campagne nationale parce qu'il y a une loi qui a été créée il n'y a pas longtemps, hein, la loi Schiappa, c'est 750 € d'amende pour du harcèlement sexiste dans la rue. Elle n'est pas appliquée, elle n'est pas connue en fait, ni des personnes qui harcèlent, ni des victimes. C'est-à-dire que les victimes ne savent pas qu'elles sont en droit de ne pas se laisser faire, de réagir, d'appeler la police, enfin de trouver un moyen de se sortir de là. Et je pense aussi que beaucoup de harceleurs ne savent pas ce qu'ils risquent depuis cette loi. Et donc, nous voulons que cette loi soit médiatisée, elle soit connue. Nous voulons une campagne de sensibilisation sur ce sujet à l'échelle de celle qui est faite pour le Covid. Le Covid. C'est vrai qu'on sait combien on risque quand on ne porte pas son masque. Voilà. Mais on ne sait pas combien tout le on risque monde, quand on tout le harcèle monde une femme. connaît les règles pour le Covid, hein, de distance physique, de protection, voilà, de respect de l'hygiène. Tout le monde sait que dans son quartier, le port du masque est obligatoire, qu'on soit sur les réseaux sociaux ou pas, qu'on lise le journal ou pas. Tout le monde est informé. Et ben, nous voulons la même chose pour le harcèlement de rue. Et ben voilà, une revendication concrète. Voilà, je fais la demande officiellement. Voilà, officiellement, c'est relayé, on vous a entendu, Eina. Je voudrais qu'on en vienne à une spécificité, notamment des coloreuses. D'abord, je voudrais votre regard d'historienne sur ce mouvement Livia Pavard et aussi sur ce mouvement qui ne met en valeur, nous on a une éminente représentante, mais c'est vraiment l'horizontalité qui est vraiment promue dans ce collectif, dans ce mouvement. L'horizontalité, la décentralisation, c'est vraiment quelque chose d'une grande liberté. Et puis c'est aussi une manière de faire masse avec des idées, avec des mots, avec des slogans, pas avec des personnes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, dans votre manière de faire de l'histoire, est très, très importante aussi. Vous avez toujours insisté sur les collectifs de femmes et les féminismes aussi. Donc je voudrais votre réaction sur ce mouvement qui correspond peut-être justement au fait qu'on commence à comprendre que ce n'est pas avec un exemple de femme héroïque qu'on va sauver, qu'on va nous toutes se sauver du patriarcat, mais avec une masse, un mouvement collectif. Oui, c'est vrai que c'est assez frappant que cette question de l'espace public et de la place des femmes dans la rue et dans cet espace commun est une question qui est prise en charge par les féministes depuis la Révolution française, renouvelée à la Belle Époque, avec cette idée que rien que le fait de prendre la parole, de faire des débats, de s'exprimer en public, c'est déjà scandaleux au moment où émergent
émerge un mouvement féministe à la Belle Époque. Et on peut juste s'appuyer sur le terme, sur la différence entre homme public et femme publique. Hein. Et donc femme publique, évidemment, ça a été un synonyme de prostituée pendant longtemps. Et donc cette idée que voilà, on est dans la transgression, et les féministes ont vraiment toujours essayé de montrer qu'il était nécessaire que cet espace soit réapproprié par les femmes, alors qu'on comprenait le monde avec cette division, l'espace privé réservé aux femmes et l'espace public réservé aux hommes. Donc c'est vraiment une histoire très longue de cette réappropriation. Dans les années 1970, effectivement, il y a de nouveau cette question qui est posée du harcèlement. Alors le terme n'est pas celui de harcèlement, le terme c'est celui de drague lourde ou de violence, de continuum des violences. Moi j'ai été frappée de retrouver un tract d'un groupe femmes de la RATP des années 70 qui parle des petits viols quotidiens et notamment des agressions dans le métro. On aurait dit qu'il avait été écrit aujourd'hui, donc il y a vraiment des formes de continuité et puis des manifestations de rue qui se sont installées à la fin des années 70, dans les années 80 pour justement dire à minuit la rue est à nous aussi. Donc voilà, il y a cette continuité, mais effectivement ce qui est nouveau, c'est cette idée c'est le terme de harcèlement de rue qui s'est imposé et qui permet aussi de mettre un mot sur un ensemble de pratiques et de violences et qui permet du coup d'agir à la fois à la fois des militantes et puis les politiques publiques. Hein. On voit bien comment tout s'articule dans un espace de la cause des femmes qui est à la fois donc, militant et institutionnel. Et donc, pour répondre plus spécifiquement à votre question, ce qui est frappant avec ces colleuses ou ces coloreuses, ces collages, c'est qu'on a à la fois la création de collectifs qui sont des lieux de socialisation militante. Il y a, je pense, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus, mais des nouvelles militantes, des très jeunes qui arrivent et qui se socialisent au militantisme comme ça et qui rejoignent des militantes qui étaient déjà impliquées depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et donc il y a des formes de transmission qui se font aussi par l'action, parce que c'est très important en fait d'avoir des revendications qui aussi s'inscrivent dans l'action, parce que l'action fait mouvement. Et donc il y a vraiment une spécificité de ces collages qui, me semble-t-il, sont vraiment une spécificité française. Il faudrait voir. Bon, je pense qu'il y a des types de pratiques qui ont été reprises, il me semble, d'Amérique du Sud, mais là on a quelque chose d'un point de vue esthétique et d'un point de vue de la forme que ça prend qui est véritablement ancré dans le contexte français aujourd'hui. Et donc voilà, on a quelque chose qui est à la fois ouvert sur le débat public et en même temps qui permet aussi de faire mouvement, donc de forger cette nouvelle génération féministe qui aussi trouve, vous avez parlé d'empouvoirment tout à l'heure, qui trouve une façon en fait très positive de pouvoir prendre des outils et puis s'approprier un espace qui leur est refusé la plupart du temps. Alors justement, cet espace, Hélène Miller, je m'adresse à vous parce que vous êtes à la mairie de Paris. Ce que font les colleuses, alors on n'a pas forcément toujours le droit, on n'a en fait jamais le droit de coller des affiches sur un mur privé. Comment la mairie de Paris, qui est aussi chargée de faire respecter la loi, gère ça? Parce que vous, j'imagine que vous regardez ça avec un regard très bienveillant, mais qu'en même temps, vous ne pouvez pas parfois... voilà. Précisément parce qu'on est dans une vague MeToo qui dure et que les mentalités sont prêtes, même s'il y a des backlash, même si c'est parfois très dur, mais les mentalités comprennent quand même la puissance des mouvements sociaux féministes actuellement. Du coup, moi je suis intervenue en Conseil de Paris sur cette question, donc on a une position officielle de la ville de Paris, de la majorité, de la maire, en disant... oui, aujourd'hui, l'affichage sauvage est interdit et puni d'amende. Et d'ailleurs, nous, on serait pour que les publicités soient réduites, clairement. Mais néanmoins, la position de la ville, c'est de dissocier cet affichage militant, revendicatif et ces collages, et peut-être même de comprendre le côté artistique aussi et de reconnaître cela. Et donc, on demande aux agents sur le terrain de verbaliser les affichages sauvages en général, mais d'avoir la tolérance et de ne pas verbaliser les colleuses spécifiquement. Donc voilà, on demande aux agents de dissocier, c'est pas toujours facile, ça veut dire qu'il faut qu'ils comprennent. Les grandes enseignes
qui s'amusent à faire de l'affichage sauvage, on doit déposer plainte et les faire payer contrairement pour la nuisance qu'ils créent avec ces affichages sauvages, mais on demande aux agents de ne pas verbaliser les colleuses féministes et de les laisser. Ça nous arrive d'enlever les collages quand ils sont détériorés. Quelques maires d'arrondissement de gauche, d'ailleurs, avaient pris du coup cette habitude que je voudrais qu'on généralise, c'est-à-dire que quand un collage était détérioré, l'idée c'était de le prendre en photo, de l'afficher dans un autre endroit avant de nettoyer l'espace. Mais pour garder néanmoins une trace de ce moment-là qui est en effet, qui s'inscrit pour nous pleinement dans le fait de reprendre la rue, du travail sur l'espace public. Nous, on fait des marches exploratoires beaucoup dans les quartiers populaires avec des jeunes filles, avec des femmes plus âgées pour justement que les femmes des quartiers s'approprient l'espace public et on est pleinement en fait dans la même logique. Là, il y a une logique militante revendicative spécifiquement sur les violences, mais quand on fait des marches exploratoires, pour moi, on est vraiment dans une même logique d'empowerment dans l'espace public et qui est très important parce qu'en fait, c'est le continuum des violences faites aux femmes qu'on voit derrière ça. Tout à l'heure, Bibia disait à juste titre, c'était les femmes seraient en insécurité dans la rue et en sécurité à la maison, donc il faut qu'elles rentrent à la maison. C'est précisément le contraire quand même, parce que si on regarde les chiffres, les viols, c'est les incestes, les viols, c'est à la maison. Et en réalité, les femmes sont malheureusement beaucoup plus en insécurité à la maison qu'à l'extérieur. Donc il faut renverser complètement la manière de penser et permettre aux femmes de pouvoir prendre pleinement l'espace public en tout lieu, mais en toute heure aussi, vous le disiez tout à l'heure. À propos, merci. À propos des sanctions, comme les amendes, nous aimerions bien que les agents vous entendent aujourd'hui pour éviter justement d'en avoir, parce qu'on en a eu encore il n'y a pas très longtemps. Donc apparemment le message n'est pas totalement bien passé. Ouais. C'est bien qu'on se parle. Voilà. En fait, il faut, vous avez des agents de la propreté de la ville de Paris. Et en fait, il y a un devoir, d'un travail d'employeur à avoir avec tous les agents. Là, on parle de ça. Mais la ville de Paris, c'est un employeur avec 60 000 agents. Vous dites bien, il y a, je ne sais pas, on a pu avoir des cas dans des vestiaires. Les gens dans le vestiaire qui affichent des images sexistes. Vous voyez, on a un vrai travail en tant qu'employeur à faire pour expliquer ce qu'est la loi, pour lutter aussi contre le harcèlement sexiste et sexuel, et puis pour faire tout ce travail-là qui n'a pas été fait avant. Et qui parfois est une découverte pour certains. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. En tout cas, le message politique qui est envoyé par la majorité, c'est laisser les colleuses faire parce que c'est les coloreuses faire parce que c'est un message de santé publique, de bien-être public et donc on doit le partager pleinement. D'accord. Alors justement, vous parlez de faire changer les mentalités. Les lois ont déjà évolué vers plus d'égalité. On n'y est pas. Il y a encore sans doute des lois à voter et à faire voter, mais il y a surtout à faire respecter les lois. Pendant longtemps, les féministes ont essayé de conquérir des droits. Là, elles essayent de faire respecter des droits qui existent. Est-ce que la révolution, parce que vous allez peut-être y revenir, Bibia Pavard, les femmes ont été motrices de toutes les révolutions, pas simplement les révolutions dites féministes, de toutes les révolutions. Sans elles, il n'y aurait pas eu de révolution. Et donc, est-ce que la révolution, c'est pas une révolution peut-être la plus compliquée, celle à faire dans les têtes, dans les mentalités? Et après ça, on verra ensemble comment on fait. Et ça, on n'aura pas assez du temps qui nous reste pour en parler. Mais justement, cette relation à la loi, les lois existent et maintenant, il s'agit de les faire respecter. C'est un combat qui est quand même un petit peu différent, là. C'est vrai qu'il faut rappeler, voilà, vous l'avez bien dit, que les féministes ont fait progresser le droit donc à toutes les époques, à commencer par la mise en place d'un véritable suffrage universel, évidemment la liberté de disposer de son propre corps autour de la question de l'avortement, autour de la lutte contre le viol. Même dans les années 70, Gisèle Halimi, lorsqu'elle fait le procès
de l'avortement à Aix-en-Provence, parce qu'elle défend ces deux jeunes lesbiennes qui ont été violées par 3 hommes. C'est déjà en fait un crime, simplement, c'était déjà correctionnalisé, comme ça on peut le voir aujourd'hui. Donc elle combattait aussi pour dire mais ça suffit en fait de ne pas condamner à la juste mesure en fait ces violences. Donc effectivement, il y a eu ces mouvements qui sont allés vers le droit, mais depuis les années 1970, on a aussi cette idée que les féministes ont un rôle à jouer pour changer les mentalités et pour agir sur les représentations. Donc ça va passer par exemple par la dénonciation du sexisme dans les médias, du sexisme dans la publicité. On connaît, ou peut-être c'est moins connu. L'inégalité salariale, alors qu'il n'y a pas de loi qui dit que les femmes doivent être moins payées que les hommes. Exactement. Alors, par exemple, Yvette Roudy, la ministre des droits de la femme de François Mitterrand en 1980, elle va donc essayer de favoriser cette égalité professionnelle, mais elle va aussi essayer d'agir sur les mentalités avec cette fameuse loi antisexiste qui, sur le moment, n'arrive pas à passer parce qu'on a des reproches qui fusent de toutes parts en disant voilà, c'est le féminisme puritain, on va censurer la liberté d'expression. Donc, on voit renaître ces débats aussi aujourd'hui sur la question de voilà, quel peut être le rôle des féministes pour alerter sur ce sexisme ambiant, permanent dans la culture notamment. Et puis il y a aussi l'instauration, l'idée qu'il y a une différence entre les droits qu'on peut avoir et puis l'égalité réelle, celle dont on peut jouir. Et donc il y a toujours un écart entre ces droits et la jouissance de ces droits. Et donc c'est aussi par ça que passe le féminisme institutionnel. Hein. C'est informer sur ses droits, on l'a dit, faire des campagnes publiques, c'est permettre un accès aussi par un féminisme qui est ancré localement, des associations qui dans les quartiers vont aider, informer les femmes. Donc effectivement, je pense ce qui se joue aujourd'hui, c'est beaucoup cette question de essayer de transformer les manières de percevoir le monde. Et c'est une dimension tout à fait révolutionnaire des féministes parce qu'elle propose une autre vision du monde qui évidemment s'oppose, et on ne l'a peut-être pas encore assez dit, à d'autres visions du monde et donc à un antiféminisme et à des résistances très fortes. Hein, et donc il faut rappeler que ces mouvements féministes tout au long de l'histoire s'opposent aussi à des contre-mouvements qui essaient de freiner en fait ces transformations parce qu'elles sont profondément déstabilisantes. Absolument. Si je parlais de révolution aussi, c'est parce que la révolution, c'est lié à l'abolition des privilèges. Et de fait, quand on demande, et ça Hélène Bidard, vous pourrez sans doute en parler, quand on demande l'égalité en politique, c'est-à-dire la parité, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes sur les listes, eh bien du coup, c'est pas contre les hommes, mais ça veut dire qu'il va falloir laisser la place. Et pareil dans le milieu professionnel, bon, si on veut que les femmes soient capables de s'émanciper financièrement, il faut qu'elles puissent travailler et être payées à un juste niveau. Eh bien, ça veut dire que voilà, il va falloir laisser la place de dirigeants aussi à des dirigeantes. Et ça, c'est renoncer à des privilèges acquis. Et là, c'est pour ça que de toute façon, ça se fera pas. Enfin, peut-être vous allez me contredire, justement, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que ça peut se faire sans heurts? Parce que, voilà, il va falloir si les femmes prennent la moitié de la place, la moitié de tout, comme disait Christiane Taubira, eh ben, il faudra leur laisser cette moitié. Et forcément, ce sera des hommes qui devront laisser leur place. Est-ce que ça se fera sans heurts? Alors ça, c'est vraiment c'est compliqué d'y répondre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque époque, il y a des résistances qui sont très fortes et qui sont marquées à la fois des violences, des oppositions politiques, des débats très vifs. Et ce n'est qu'a posteriori que l'on voit comment les choses ont pu bouger. Donc effectivement, par exemple, je pense à un grand débat à la Belle Époque en France autour de la non-condamnation des maris qui tuent leurs femmes adultères.
Et donc, c'était quelque chose qui était donc, voilà, pris en charge sous le terme de crime passionnel et qui était souvent donc pardonné à ces hommes. Et donc, les féministes ont vraiment combattu pour cela et ça paraissait scandaleux à ce moment-là de vouloir défendre les femmes adultères. Et donc, ce n'est qu'avec le recul qu'on se rend compte que ça nous paraît évident aujourd'hui de vouloir condamner ces maris qui tuent leurs femmes adultères. Donc, je pense que voilà, il faut aussi se laisser le temps de voir comment les choses bougent. Mais sur la question des heurts et des oppositions, je crois que Hélène Vidard a envie d'en parler. En tant que femme politique, vous êtes tout amené à répondre. Aujourd'hui, ça ne se fait pas sans heurts. Moi, j'ai la protection fonctionnelle pour subir du cyberharcèlement, pour dénoncer publicité sexiste, du cyberharcèlement, sur l'écriture inclusive, du cyberharcèlement, la grossophobie, du cyberharcèlement. Donc moi, j'ai des avocats et des plaintes déposées très régulièrement. Et franchement, quand on est élu à la base, on ne s'imagine pas devoir subir ces violences-là. Et aujourd'hui, les heurts, elles se font contre les féministes, concrètement. La plupart des féministes qui prennent fortement la parole subissent aujourd'hui de manière très forte des violences, des menaces. Ça peut être des menaces physiques, mais énormément de violences. Aujourd'hui, les heurts, ils se font contre les féministes. Donc, je ne sais pas si on peut imaginer que ça va se faire dans l'autre sens. Moi, je ne le souhaite pas. Je veux que la honte change de camp, mais je ne souhaite pas utiliser la violence à l'encontre. Je souhaite voilà, qu'on construise ça et qu'on arrive à convaincre dans le respect du droit. C'est-à-dire que moi, je ne souhaite pas qu'on cyberharcèle en retour. Mais par contre, je ne veux pas subir du cyberharcèlement et laisser ça impuni. Donc voilà, pour l'instant, les heurts, ils sont du côté des féministes. Donc je ne sais pas si dans l'histoire, on verra comment les choses vont évoluer et je n'ai pas ce recul-là. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se fera pas sans moyens concrets. Et je pense que la grande arnaque, elle est là, parce que le Grenelle sur les violences conjugales, il a été fait avec 0 moyen, et qu'en réalité, tout à l'heure, je vous disais, après MeToo, il y a 30% de plaintes en plus, 0 moyen à la police et à la justice pour gérer ça. Donc oui, aujourd'hui, il y a des grands services publics, parce que c'est des services publics, la police, la justice, ces grands services publics de l'État, où les gens n'ont pas du tout été formés sur ces questions-là. Donc, oui, dans la justice, on va correctionnaliser les viols parce qu'on n'est pas formé, parce qu'ils vivent dans un monde patriarcal, ils n'ont jamais eu aucune formation, même ne serait-ce que connaître les lois françaises, l'ordonnance de protection, tout ce qui existe. L'outrage sexiste, il y a eu combien de formations des policiers nationaux pour s'approprier cette loi? Rien. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le mouvement féministe, il se heurte aux politiques d'austérité qui refusent de donner les moyens. Et les heurts, ils se font beaucoup aussi à cause de ça, par manque de moyens donnés aux services publics juste pour appliquer les lois qui existent. Donc on voit bien que cette arnaque de dire on peut communiquer, ça va bien se passer parce qu'on vous écoute, c'est une arnaque si on ne donne pas les moyens. Et je pense qu'il faut en effet que les mouvements continuent très fort de se mettre en colère pour réclamer ce qui nous revient de droit en fait. Les femmes payent autant d'impôts que les hommes, donc on a le droit d'être en sécurité et que les lois existantes soient appliquées déjà. Aïna, je crois que vous voulez réagir. Oui, tout à fait. Alors, on parle de lois existantes, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les lois, elles sont aussi à changer, parce que quand on prend l'exemple de la loi sur le viol, le fait qu'il y ait contrainte, menace ou surprise, non, je suis désolée, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours contrainte, menace ou surprise. Pardon ? Il y a emprise, voilà, exactement, il y a emprise. Donc là, tous les viols conjugaux passent complètement à la trappe. C'est un exemple, il y en a d'autres. On demande donc à ce que cette loi soit changée, que soit prise en considération aussi l'amnésie traumatique dans le cadre de cette loi, parce qu'un viol subi quand on est mineur peut ressurgir des années plus tard. On demande l'imprescriptibilité, donc les lois, elles sont aussi à changer, ce n'est pas seulement les faire appliquer. Par contre, en ce qui concerne les faire appliquer, effectivement, alors là, c'est tout un jeu de pouvoir sur les moyens, les budgets, etc., qui ne sont jamais mis en œuvre.
par des choses toutes simples, hein, la formation déjà, la formation des magistrats et magistrates, la formation des policiers et policières, donc des premières personnes qui vont être en charge de ces affaires-là. Et quand on se rend au commissariat et que le policier à l'accueil, je donne l'exemple que j'ai vécu, ne sait même pas ce qu'il doit faire, et qu'on est obligé de lui expliquer la loi, en fait, comment ça se passe, voilà, on a un gros souci de formation. Alors après, en plus, il y a aussi toutes ces personnes de mauvaise volonté qui ne sont pas déconstruites, hein, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont pas réfléchi à leur position de dominant et de devoir, on va dire, de protection vis-à-vis des femmes ou des personnes perçues comme femmes ou des minorités de genre, et qui vont juger, voilà, avoir un peu leur subjectivité à eux qui entre dans le cadre de leur travail. Voilà, donc c'est encore un autre problème. Et des médecins ? Et des médecins. Ah oui, alors la psychiatrisation des femmes... pardon. La psychiatrisation des femmes est absolument hallucinante en France. Hein. Quand on se rend chez le médecin pour des problèmes, voilà, on va décrire nos symptômes et qu'on nous répond mais vous êtes un peu stressé en ce moment. Non, nous ne sommes pas stressés, nous sommes en souffrance, nous exprimons cette souffrance, nous avons le droit d'être entendus et d'être diagnostiqués correctement. Donc la formation des médecins est également importante pour pouvoir accueillir la parole des femmes et des minorités de genre aussi. Nous manquons cruellement de médecins spécialisés dans les soins des personnes trans, ou par exemple non-binaires. Mais voilà, donc on a peu de moyens, on est obligé de se débrouiller entre nous pour se refiler des numéros de médecins safe, on va dire, qui peuvent nous aider. Donc c'est très compliqué d'arriver à se faire soigner, effectivement. Voilà, on l'a vu récemment par rapport à la problématique du racisme, qu'on refuse, l'ordre des médecins refuse d'avoir des listes de médecins spécialisés dans les domaines, dans certains, voilà, pour certaines personnes, donc pour les personnes racisées, enfin qu'on dit racisées. Et ça, pour nous, c'est juste incroyable. On a besoin de personnes qui nous connaissent, qui nous comprennent. Alors, en tant que femmes, en tant que minorité de genre, en tant que personnes racisées, évidemment. Évidemment, quand vous avez un problème de dents, vous n'allez pas voir votre généraliste. Bon, là, c'est pareil. Absolument. Et je voudrais qu'on en vienne, Hélène, justement, je vais redonner la parole un instant, parce que vous êtes aussi en charge de la jeunesse. Oui. Qui dit jeunesse, dit éducation. Oui. Éducation à l'égalité. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, j'imagine, important pour vous et qui devrait l'être pour tous, parce que ça passe par là aussi. C'est les nouvelles générations auxquelles il faut faire entendre que l'égalité, ça devrait être une évidence. D'abord, pour moi, il y a une génération de jeunes là qui est absolument incroyable, formidable, qui s'est mobilisée sur les marches climatiques d'une manière quasiment spontanée, qui se mobilise contre le sexisme et contre les violences de genre, qui se mobilise aussi contre le racisme, Black Lives Matter. Enfin, ces jeunes-là sont absolument incroyables. Et je crois que ces mouvements ont en commun une génération MeToo qui refuse les rapports violents entre eux et la nature. C'est-à-dire que je pense qu'il y a l'aspiration d'une jeunesse à repenser l'ensemble de la société de manière non violente, et pour cela à repenser les cadres. Et cette génération voit bien le caractère massif et donc systémique de ces violences dans le racistes, de ces violences sexistes, mais aussi de ces violences envers l'environnement. Et donc je trouve que c'est absolument formidable. D'autant plus que cette jeunesse, il faut se rappeler quand même le travail quasi à néant de l'éducation nationale, le recul sur les ABCD de l'égalité a fortement marqué toute une génération, parce que si on a reculé sur l'ABCD de l'égalité, c'est donc qu'on a laissé avancer des idées nauséabondes autour des manifestations du mariage, contre le mariage pour tous. Et donc ça marque très fortement, ça marque les personnes, mais ça marque aussi dans les institutions
dans les écoles, dans tout ce qui est éducatif. Et donc pour moi, il y a un enjeu absolument central là en l'occurrence qui concerne ma délégation, à faire le lien entre la lutte pour l'égalité femmes-hommes et cette jeunesse pour participer justement en fait à donner les cadres à ces jeunes pour instruire les débats et surtout à ce que nous soyons en capacité de les écouter parce qu'ils ont énormément à dire sur comment ils veulent repenser cette société de manière non violente et c'est urgent de les écouter et de ne pas être déceptif pour eux et au contraire on a énormément à apprendre sur ce que cette jeunesse enfin, la manière dont elle veut voir le monde, il faut, je crois, beaucoup s'en inspirer. D'accord. Bibia Fabar, votre livre est sous-titré « Une histoire des féminismes ». Donc vous êtes très attaché à décrire la pluralité de ces mouvements et aussi la complémentarité avec d'autres mouvements, ce que vient de décrire Hélène Bidard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si ça a toujours été le cas, si les féministes ont toujours été des progressistes sur d'autres domaines, s'il y a toujours eu ces intersections, ces croisements de lutte? Oui, alors effectivement, dans cet ouvrage, on a vraiment tenu à mettre le terme féminisme au pluriel, mais ça c'est vrai chez les historiennes depuis maintenant de nombreuses années. Il suffit de travailler sur ces mobilisations pour voir à quel point elles sont diverses à la fois sur les revendications, sur les stratégies, sur les modes d'action et qu'elles sont aussi divisées et que ces divisions finalement font avancer la pensée, peuvent être des blocages mais aussi donc permettent de confronter les points de vue et ce qu'on veut montrer aussi c'est que cette diversité des féministes n'empêche pas l'action autour de grandes revendications, le droit de vote par exemple, la question de l'avortement, la question des violences aujourd'hui, et donc qu'il y a à la fois des forces d'éclatement mais aussi des forces de convergence. Ça c'est pour le pluriel, et puis on a voulu aussi s'approprier un terme clé qui est celui de l'intersectionnalité qu'on a emprunté donc à la chercheuse noire américaine Kimberly Crenshaw qu'elle a forgée en 1989 et qui montrait en fait la nécessité d'articuler les dominations de classe, de race, de genre pour comprendre en fait l'expérience spécifique de certaines femmes qui ne sont pas donc reconnues. Alors elle traitait particulièrement des femmes noires aux États-Unis qui étaient donc à la marge des revendications antiracistes plutôt portées par les hommes et à la marge des revendications donc féministes qui étaient plutôt tournées vers les femmes blanches et donc qui touchaient moins les femmes noires des classes populaires. Et donc cette articulation, elle a été au cœur de nos réflexions. Évidemment, c'est un terme qui est très débattu aujourd'hui dans l'espace public, mais ce que l'on voit et ce que l'on a essayé de retracer, c'est à quel point ces mobilisations féministes s'articulent avec d'autres formes de mobilisation. La lutte contre l'esclavage, il y a des analogies qui sont faites avec l'exclusion de certaines catégories de la population de l'humanité, donc notamment les esclaves, et donc il y a une analogie qui est faite avec les femmes qui sont comparées à cette situation. Il y a aussi beaucoup de féministes, on peut penser évidemment à Olympe de Gouges, qui ont commencé leur combat aussi par l'émancipation, la question de l'émancipation des Noirs dans les colonies. Et donc on a voulu aussi montrer à quel point c'est articulé à la question des mouvements ouvriers, même si les mouvements ouvriers ont mis du temps à reconnaître cette question importante de la place des femmes et du travail des femmes notamment. Il y a eu aussi cette volonté de rapprocher ces mouvements, le socialisme naissant avec les mouvements féministes. On a des grandes figures de militantes féministes et socialistes comme par exemple Madeleine Pelletier à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Donc on voulait vraiment montrer ces formes d'articulation, ces moments où justement il faut se distinguer, créer un mouvement de lutte spécifique, mais aussi donc ces moments où il faut converger avec d'autres luttes. Et puis donc pour terminer, pour expliquer ce slogan ne nous libérez pas, on s'en charge. Donc c'est l'idée qu'il faut que les femmes fassent leur propre mouvement pour pouvoir revendiquer leurs propres droits, mais c'est aussi l'idée qu'il y a une diversité, il y a des
des hiérarchies à l'intérieur de cette catégorie femme, et qu'il faut donc arriver à reconnaître cette diversité d'expériences en tant que femme des classes populaires, enfin, en tant que femme lesbienne, en tant que femme racisée, et que c'est vraiment en comprenant l'ensemble de cette articulation que les mobilisations féministes se sont déployées dans l'histoire. Et elles se rassemblent donc avec les coloreuses. Juste peut-être un dernier mot, il nous reste très peu de temps, mais si on veut devenir coloreuse, tout le monde, enfin, toutes les femmes qui se perçoivent comme telles peuvent le devenir. Comment on fait? Juste un petit conseil pratique. Oui, alors vous pouvez trouver sur les réseaux, alors juste, je reprécise, tout le monde sauf les hommes cis, bien sûr, mais sinon vous trouvez sur les réseaux les contacts. Tout le monde peut aussi créer son petit groupe et même seul aller coller. En fait, c'est un mouvement totalement horizontal. Donc tout le monde peut participer, évidemment, tout le monde est légitime à le faire. Des petites sessions de formation quand même qui sont bien utiles pour le rappel de la loi. Vous avez des tutos en ligne déjà, effectivement. Après, si vous avez besoin d'aide, vous contactez le groupe le plus proche de chez vous qui essaiera de vous introduire, de vous initier ou de vous accompagner si vous avez besoin d'aide. Voilà, juste pour terminer, Eina, un des slogans, soit le dernier que vous avez collé, soit un ou deux qui vous ont particulièrement touché. Alors, en fait, c'est très difficile de n'en choisir qu'un seul. Je suis passée ce matin en venant devant un slogan qu'on avait collé le week-end dernier, c'était « Elle le quitte, il la poignarde, 6 ans après, il est toujours dehors ». Ben voilà. Ce sera peut-être un peu le mot de la voilà. fin. Donc je pense à cette femme victime qui est une survivante. Et c'est pour ces femmes et ces personnes, et les minorités de genre que nous collons. Merci. Merci à toutes. On doit s'arrêter. Merci.